minutes. Natacha Polony, vous souhaitiez revenir et répondre à Thomas Legrand. Oui, la question n'est pas de savoir s'il y a du déclinisme, parce que qui prône le déclin? Personne. La question est de savoir comment on analyse l'état de la France aujourd'hui. Alors, en effet, il y a une chose très claire, c'est que Emmanuel Macron, pendant la présidentielle, et La République En Marche aujourd'hui, ont réussi à préempter la notion d'optimisme, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait aller vers un avenir meilleur. Mais tout reste à prouver. La question, c'est de savoir comment on y va vers cet avenir meilleur. Or, visiblement, 57% d'abstention, et en particulier les classes populaires et les classes moyennes, ça veut dire qu'eux ne croient plus en un avenir meilleur. Ils ne croient pas que c'est ce système politique qui va le leur donner. Donc, c'est une fracture démocratique majeure. On peut aussi dire, on laisse faire, on n'est pas très enthousiaste, on laisse faire. Il y a une part qui laisse faire et il y a une part qui ne se sent plus représentée. Oui, mais je crois qu'on peut, ni vous ni moi, ne pouvons comme ça décider qu'ils laissent faire ou bien alors qu'ils sont contre. L'abstention, c'est forcément contre ceux qui gagnent. Il suffit de se En tout cas, l'abstention, c'est plus contre ceux qui perdent que ceux qui perdent, qui n'ont pas pu mobiliser, que ceux qui gagnent. C'est un désaveu des anciens partis, qu'ils soient des petits partis ou qu'ils soient les grands partis de gouvernement. Et en revanche, c'est une méfiance vis-à-vis de tout ce qu'on peut proposer. Brice Tinturian en juge de paix et puis Éric Fotorino. Allez, Brice, c'est quoi la réponse? Sur la question que la situation de la France va s'améliorer ou se détériorer. Vous avez 34% aujourd'hui, là, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, qui vous disent qu'elle va s'améliorer dans les prochaines années et 24%, elle va se détériorer. Donc espoir. Espoir quand même. Moi, je n'avais pas vu ça depuis très très longtemps. Le déclinisme, le sentiment que le pays est en déclin, a reflué de 19 points. C'est colossal. C'est-à-dire qu'on était à des niveaux de déclin perçus de notre pays autour de 86%. D'accord, mais ça reste un paradoxe, ce chiffre de l'abstention quand même. Mais ça reste colle un paradoxe pas avec ce que vous nous dites. Parce que vous avez une partie du pays qui ne se retrouve pas, évidemment, dans cette formation et qui est en distance. D'ailleurs, les raisons de l'abstention, la première des raisons de l'abstention, c'est toujours le rejet des hommes et des femmes politiques auxquels on ne croit plus. Et c'est l'absence de candidats aussi au second tour qui correspondent à vos idées. Donc il y a toujours cela. Mais malgré tout, on ne peut pas tirer de cette abstention l'idée que massivement, il y aurait une désespérance qui se serait manifestée à travers cette abstention et uniquement cela. Il y a aussi un désir ténu de vouloir y croire et de donner sa chance, c'est ce que nous disent les électeurs, de donner sa chance à ce gouvernement. Une abstention forte, ça plombe surtout, enfin ça désigne et ça cible surtout ceux qui ont perdu. C'est ça que, ce qui est assez intéressant, c'est de voir tous ceux qui ont perdu dire l'abstention est avec nous. Bah non, si elle était avec nous, je voulais juste dire que Éric Fotorino et ensuite on si les Français avaient vu un danger très important, ils se seraient mobilisés. Donc, a fortiori, à contrario, je dis s'il y a 57% d'abstention, ça veut dire aussi que les épisodes précédents ont laissé faire. Et deuxièmement, c'est vrai que s'abstenir aujourd'hui, c'est aussi exprimer quelque chose. Évidemment, ça peut exprimer des choses positives, paradoxalement. Messieurs et mesdames, il est presque 22h en ce dimanche soir. On attend les résultats dans la capitale. Beaucoup de circonscriptions clés, beaucoup de personnalités qui peuvent être balayées ce soir. Bonsoir Clément Le Goff, vous êtes à Paris. Est-ce que vous avez un début de résultat concernant Nathalie Kosciusko-Morizet ? Eh bien, écoutez, dans cette deuxième circonscription de Paris, les résultats sont serrés pour l'instant. Ce sont uniquement des résultats partiels, mais pour l'instant, c'est Gilles Legendre, le candidat de La République En Marche, qui est devant avec 54%, 40 bureaux de vote dépouillés sur 54 bureaux au total. On attend donc ces résultats. Quelques militants qui soutiennent NKM sont présents ici, boulevard Saint-Germain à Paris. Ça reste donc serré. Clément, merci à vous. Laurent, vous allez rejoindre des économistes. Mais oui, c'est l'une des clés de la réussite de la présidence d'Emmanuel Macron. Ça a été l'un des échecs de François Hollande, la question de l'emploi. D'abord, une information. Ce soir, il y a une chancelière allemande qui vient de saluer cette victoire claire, nette et précise d'Emmanuel Macron. Ça vient de tomber à l'instant. Agnès Verdet-Molinier, vous êtes directrice de la Fondation IFRAP. Thomas Porcher, économiste, auteur d'introduction inquiète à la macroéconomie. Inquiétude, scepticisme. Et Angela Merkel qui envoie un petit message clair à Emmanuel Macron. Vous trouvez ça plutôt enthousiasmant ou vous vous dites c'est bon, la France, elle est dans la droite ligne de l'Europe d'hier et celle de demain? Ce que veut Angela Merkel, on le connaît, c'est quoi? C'est des réformes structurelles sur l'emploi. Emmanuel Macron veut faire une super loi travail, comme Matteo Renzi a fait un super Job Act en Italie, avec des résultats que l'on peut discuter. Par exemple, vous avez 15% des stagiaires qui ont plus de 45 ans. Alors, je ne sais pas si c'est une avancée, un progressisme, mais c'est le résultat de la loi travail en Italie. Pour vous, précarité, voilà. C'est ça que vous entendez. Certes, ça a sorti des gens du chômage. Oui.
ça a créé beaucoup de gens précaires. Aujourd'hui, des jeunes qui ont un emploi en Italie, 55% de ces jeunes qui ont un emploi sont en situation de précarité. Donc si c'est ça la seule solution que l'on peut trouver au chômage, moi je pense qu'il y a tout un tas d'autres solutions que l'on pourrait trouver. Donc il est clairement dans la ligne européenne d'économie sur la dépense publique, 60 milliards d'économies, et de réformes structurelles visant à flexibiliser l'économie, notamment le marché du travail. Donc on n'inversera pas dans les mois à venir cette tendance. La France va se mettre dans les clous, l'Europe. Il n'y aura pas finalement une demande de marge de manœuvre pour Emmanuel Macron. Si, lui, dans son programme, il a été très clair, s'il fait les réformes structurelles, il dit qu'il pourra négocier avec l'Allemagne, mais qu'il faut commencer par faire les réformes structurelles. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que peut-être que le chiffre du chômage baissera, mais il ne faut jamais regarder un indicateur, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Au Royaume-Uni, le chiffre du chômage était très faible, mais on s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de personnes qui ont voté pour les extrêmes et pour le Brexit. Et en Italie et en Espagne, nous avons des chiffres du chômage qui restent quand même élevés, malgré des lois de travail qui ont été appliquées. Juste, il ne faut pas un peu moins de chômage malgré tout. C'est pas quand même un indicateur important, essentiel? Pour moi, ça dépend de l'emploi. Ça dépend ce qu'il y a derrière. Et il y a d'autres solutions pour sortir obligatoirement du chômage par la désespérance sociale. Et pour les gens, on verra si c'est, selon eux, en tout cas, l'espoir créé par Emmanuel Macron peut créer de l'emploi. Agnès Verdier-Molinier, bon, j'ai cru comprendre que vous auriez préféré le programme de François Fillon qui allait plus loin dans la réforme, assez loin de Thomas Pesquet en tout cas. Est-ce que finalement vous avez espoir que, 1, Emmanuel Macron ira au bout de ses réformes, 2, que ça fera reprendre de la croissance et apporter de la croissance à la France, 3, de l'emploi, précaire ou pas, en tout cas, c'est ce que vous espérez? L'espoir qu'on peut avoir maintenant, qu'on va avoir un nouveau Parlement, qui va être aussi beaucoup matiné de personnes qui connaissent l'entreprise, qui ont travaillé dans l'entreprise. On était à 40% de personnes issues du secteur privé qui étaient députées, et maintenant on va être plutôt presque à 50%. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une très bonne nouvelle, parce qu'il faut que ceux qui votent nos lois connaissent les entreprises. Et qu'est-ce qu'on a comme problème dans l'entreprise? C'est qu'on a un problème de pression fiscale, on a un problème de normes, on a un problème de charges administratives, on a un problème de compétitivité qui est très lié à la compétitivité de notre sphère publique. Et pour le comprendre, ça, au quotidien, quand on vote, quand on va voter la loi d'habilitation pour les ordonnances, parce qu'il y a tout un scénario qui va se dérouler à l'Assemblée nationale aussi, avec cette loi d'habilitation et cette loi de ratification à la fin, sur ces ordonnances sur la loi travail numéro 2, eh bien là, il faut que ceux qui votent connaissent l'économie réelle. Vous êtes presque en train de me dire qu'avec cette majorité nouvelle, avec ces députés impliqués dans le monde de l'entreprise, ils iront peut-être encore plus loin qu'Emmanuel Macron dans les amendements pour aller plus loin. Ce que j'espère, c'est qu'on va aller plus loin que ce qui a été annoncé pour l'instant. Qu'on ne va pas être dans la stratégie de contournement, en train d'essayer d'éviter de regarder les problèmes en face. Les problèmes, ils sont très clairs sur le Code du travail. C'est le temps de travail, les 35 heures, qu'il faudrait faire sortir du Code à un moment. Pour l'instant, on ne va pas vers cette direction-là. C'est la question des seuils sociaux, où il faudrait vraiment les assouplir de manière très importante. C'est la question de la cause réelle et sérieuse du licenciement qui est décidée aujourd'hui essentiellement par le juge. Limiter le pouvoir du juge, ce serait très important sur ces questions. Donc François Fillon n'a pas pu le faire, Emmanuel Macron va le faire. Pour vous, ce serait ça la bonne nouvelle? Mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut maintenant faire les réformes structurelles. C'est ce que dit Édouard Philippe. Il dit « Nous devons agir pour la France. La victoire nous oblige. » Elle oblige à quoi? Elle oblige à changer la manière de faire de la politique. Donc arrêter de faire des promesses en disant « Je vais résoudre le problème du chômage avec les emplois d'avenir, par exemple, comme nous avait dit François Hollande. Mais en faisant une vraie politique qui baisse par exemple la fiscalité, qui baisse les dépenses publiques, qui baisse les charges, notamment nos entreprises. On a entendu, vous dites qu'il n'y a pas le choix. Thomas Pesquet, juste un mot. Il y a une façon aussi peut-être de redonner un sens à la production, de créer de l'emploi différent. Une croissance verte, ça c'est l'une de vos lignes d'espérance. La transition énergétique, c'est quelque chose d'important. Et jusqu'à preuve du contraire, l'investissement privé ne va pas vers la transition énergétique ou très faiblement. Vous investissez, vous faites de la rénovation des bâtiments avec de l'investissement public. Chaque euro que vous dépensez d'investissement public, vous récupérez entre 2 à 4 euros de recettes budgétaires via l'activité générée. Quand on investit, il ne faut pas regarder que le montant qu'on investit. Il faut regarder combien ça rapporte. Et dans les secteurs d'avenir, ça rapporte énormément. Je rappelle une dernière chose, c'est que, par exemple, aujourd'hui, sur Internet, nous sommes très en retard et les Américains sont des pionniers parce qu'ils ont investi énormément d'argent public. Donc, réfléchissons à ça. L'innovation commence toujours par l'État qui investit parce que le secteur privé ne veut pas y aller. Voilà le futur débat. Le sujet, c'est la fiscalité du capital qui incite ce capital, cette épargne des Français, de tous les Français, à aller vers l'économie productive. Et ça, c'est un combat qu'il faut gagner sur la fiscalité au service de l'emploi, dans ce choc entrepreneurial j'espère, on va voir entre 2017 et 2022. Le capital, le travail. Karl Marx n'est jamais très loin. Jamais. Et Najat Vallaud-Belkacem, qui effectivement vient apparemment d'être annoncé comme battu, Léa.
Et on va le confirmer dans un instant avec Guillaume Darey, mais il est 22h05 et je vais vous passer la parole à chacun d'entre vous pour un mot de conclusion. Qu'est-ce qu'on vit ce soir? C'est vrai que c'est une inconnue pour tout le monde, pour vous qui observez et qui commentez la vie politique. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe ce soir. Comment est-ce que vous le qualifiez? En un mot, les uns les autres. Sois-y Kemener d'abord. Je pense qu'on est toujours, comme tout souvent avec Emmanuel Macron, dans une ambiguïté. C'est-à-dire qu'on voit que c'est très difficile de lire les résultats de ce soir, en particulier en ce qui concerne l'abstention. Je pense d'ailleurs que ce 50% d'abstention, c'est un chiffre dont on va parler pendant 5 ans et on va mettre beaucoup de temps encore à décrypter ce qui va se passer au Parlement. Thomas Legrand. Mais pour reprendre toute la séquence électorale, c'est quand même le renouvellement, parce qu'on va avoir beaucoup de nouvelles têtes. Qui viennent aussi de LR, puisque grâce à la loi sur le non-cumul, il y a beaucoup de nouvelles têtes. La France Insoumise propose aussi beaucoup de nouveaux candidats, donc on va avoir on a changé de classe politique. Natacha Polony, le mot. C'est un renouvellement qui oublie sociologiquement toute une part de la France, à savoir les classes populaires, puisque dans ces nouveaux élus, il y a quand même très peu, voire pas du tout, de gens issus des milieux les plus populaires, ni même de paysans. Voilà. Et simplement, si on oublie cela, on oubliera toute une part de la France et le renouveau n'existera pas. Éric Fotorino, d'un mot parce que le temps presse. Oui, Emmanuel Macron avait appelé son livre « Révolution ». On voit une révolution institutionnelle. Maintenant, il faut voir si ce sera une révolution pour les Français. Et ça, c'est pas encore gagné. Laurent, on va voir avec vous et avec Guillaume Darey les derniers résultats pour les grandes personnalités. Ouais, allez, on va retrouver Guillaume dans un instant. On va retrouver également Raphaël Enthoven et Daniel Cohn-Bendit. Guillaume, quelques résultats. Alors, on parlait effectivement à l'instant de Najat Vallaud-Belkacem, battue, qui annonce dès ce soir qu'elle compte bien, je cite, participer à la reconstruction de la gauche. Un jeune député de droite qui fait son entrée à l'Assemblée, c'est Guillaume Pelletier. Il était connu pour avoir lancé le mouvement de la droite forte il y a quelques années. Près de 54% des voix dans le Loir-et-Cher. En revanche, Georges Fenech, lui, dans le Rhône, est battu ce soir. Il perd sa circonscription, battu aussi dans les Hauts-de-Seine. Gilles Boyer, l'ancien directeur de campagne d'Alain Juppé. Une personnalité historique de l'Assemblée. Effectivement, une page se tourne ce soir. Alors, priorité au direct, on va prendre le pouls dans plusieurs circonscriptions clés ce soir. D'abord, direction Villeurbanne, Denis Sébastien, bonsoir. Najat Vallaud-Belkacem, icône de la Hollandie, mais ancienne ministre de l'Éducation, a donc reconnu sa défaite. Oui, c'était il y a quelques instants. Dans son QG, Najat Vallaud-Belkacem a reconnu avoir perdu cette élection et perdu largement puisqu'elle obtient tout juste 40% des voix contre 60% à son adversaire, La République En Marche, Bruno Bonnell, un entrepreneur proche de Gérard Collomb, un entrepreneur spécialisé dans la robotique. Alors Najat Vallaud-Belkacem a expliqué qu'elle avait ressenti pendant toute cette campagne sur le terrain qu'elle avait été en quelque sorte victime de sa participation au gouvernement Hollande. Elle l'a répété plusieurs fois. Elle a indiqué vouloir faire une pause, mais ce qui ne veut pas dire un retrait de la vie politique, simplement une pause avant de repartir. Et elle a précisé qu'elle voudrait participer à sa façon à la reconstruction du Parti socialiste. Merci à vous, Denis. Najat Vallaud-Belkacem, défaite donc ce soir. Qu'en sera-t-il pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls? Sera-t-il élu? Sera-t-il battu dans son fief d'Évry? On vous retrouve tout de suite. Arnaud Boutet, vous êtes sur place. Est-ce que vous avez des chiffres fiables? Non, fiable, je suis désolé Léa. Simplement, il vient d'arriver en tête dans la commune d'Évry, d'où peut-être les applaudissements que vous entendez ici. 300 voix d'avance à peine sur Farida Amrani, la candidate de la France Insoumise. Mais nous sommes à Évry et bien sûr la circonscription compte de nombreuses communes. Parce qu'à Corbeil-Essonnes, par exemple, eh bien, Manuel Valls est en retard de 600 à 700 voix sur la candidate de la France Insoumise. Et on continue à effectuer un décompte de toutes les petites communes. Et ces petites communes-là eh bien, devraient donner leurs résultats assez rapidement. Mais il s'agira certainement, si c'est une victoire ou un échec, de quelques dizaines de voix d'écart pour l'instant. Mais on continue les communes une par une. Le dépouillement n'est pas terminé. Merci Arnaud. Très serré donc pour Manuel Valls. Qu'en est-il pour Nathalie Kosciusko-Morizet? Est-ce que vous avez de nouveaux résultats? Clément Le Goff à Paris pour NKM. Effectivement, la quasi-totalité des bureaux de vote ont été dépouillés ici et NKM serait donnée perdante ce soir à 46% face au candidat La République En Marche qui lui obtiendrait 54% des suffrages. L'ancienne maire de Longjumeau, l'ancienne députée de l'Essonne, ancienne ministre pour qui ce soir, eh bien, elle n'a plus aucun mandat électif. Nathalie Kosciusko-Morizet, donc probablement battue ce soir. Elle avait marqué l'actualité ces 2 derniers jours parce qu'elle avait été agressée
blessée, on vous l'avait dit, alors qu'elle tractait sur un marché. On y reviendra. Merci à vous, Clément Le Goff. On reste à Paris. Lilia Melconian, Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes. Est-ce qu'on sait si elle est élue ou si elle est battue ce soir ? Écoutez, des résultats partiels nous sont parvenus. A priori, Marielle de Sarnez serait très largement en tête dans la majorité des bureaux de vote qui ont d'ores et déjà été dépouillés. Il en reste une petite dizaine. Elle obtiendrait 62% des suffrages exprimés. Marielle de Sarnez garderait donc son poste ce soir au sein du gouvernement. Merci à vous, Lilia Melconian. On entend donc les résultats de Mounir Majoubi, le seul ministre à cette heure pour qui c'est encore serré à Paris. Et vous connaissez la règle fixée par Emmanuel Macron. Ceux qui perdent ce soir devront quitter le gouvernement. Encore un mot pour vous dire que Nathalie Kosciusko-Morizet vient de reconnaître sa défaite à Paris sur Facebook. Laurent, c'est à vous avec deux invités. Oui, deux grands témoins ce soir, Léa. Un philosophe et puis un représentant de la vie politique d'avant, je ne vais pas le vexer, mais encore un peu présent dans la vie politique d'aujourd'hui. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit, bonsoir Raphaël Enthoven, merci d'être avec nous. Bonsoir. Juste une première phrase. Et vous êtes un animateur d'avant ou de demain? Je suis un animateur du présent qui s'interroge sur son avenir, comme toujours. Ah bah comme moi, voilà. On est deux. On est deux. On est d'accord. On est trois, pardon. On peut discuter de ça pendant 5 minutes. Non. Je ne sais pas, ça va peut-être pas les passionner, les Français qui nous regardent. Juste Raphaël Enthoven, est-ce que cette définition, pour commencer, le kéros, une allégorie de l'occasion favorable, la force du moment, est-ce que Emmanuel Macron a finalement été cet homme qui a profité de ce kéros, de ce moment? Le kairos, c'est intéressant que vous parliez de ça. C'est Aristote qui en parle. C'est le sens de l'occasion. C'est que c'est comme une blague, si vous voulez. C'est comme une histoire drôle. Je ne savais pas qu'on parlerait de ça, mais c'est comme une histoire drôle. Si vous sortez une histoire drôle au mauvais moment à table, vous faites un four. La même histoire, un peu plus tard, fait un triomphe. C'est la même histoire. C'est le principe du kairos. L'alignement des planètes, c'est un peu ce qu'on dit. C'est un alignement des planètes, c'est ce qu'Aristote appelle le sens de la prudence, paradoxalement, c'est-à-dire la capacité à naviguer à vue et à être soi-même producteur de normes pour son action et à saisir l'occasion, oui, effectivement. Est-ce qu'il incarne aussi, on le dit beaucoup, une forme d'espoir du bonheur retrouvé en France? Je dis bien un espoir. Est-ce que c'est important? Est-ce que les Français ont besoin de cet espoir pour avancer? Je ne sais pas s'il s'agit d'espoir. Il me semble plutôt que les gens, là, se retroussent les manches. On est plutôt dans une persévérance. La bonne image, c'était celle de Sisyphe. Oui. Non pas au sens où Sisyphe serait battu et continuerait de se battre. Non. Sisyphe au sens où pousser le caillou est en soi un but. On n'a pas besoin d'espoir quand on a un caillou à pousser, si vous voulez. Quand on a quelque chose à faire, on n'a pas besoin de suspendre son bonheur à autre chose. Est-ce qu'un peuple a besoin d'un héros? Peut-être. En l'occurrence, ce qui se passe ici, c'est qu'on a eu un phénomène étonnant qui est le phénomène de l'abstention. Je vous réponds en disant ça. Bien sûr. Le phénomène de l'abstention qu'on est tenté de voir comme un phénomène de dépolitisation, qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne pas du tout avec l'idée que les gens se sont passionnés pour ces élections depuis 1 an. Et qui aussi met l'abstentionniste en situation majoritaire, alors que jusqu'ici, il se vivait en situation marginale. Non, ce qui se passe tout simplement dans cette affaire, c'est que les gens ont adhéré pour une partie, laissé faire pour une autre, et qu'en tout état de cause, la situation dans laquelle on se trouve est une situation que chacun ratifie. Un point très intéressant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle d'une grève générale civique. Oui. Or, parler de grève générale civique, c'est faire de l'abstention un geste politique. Ça n'est pas faire de l'abstention une crise politique, c'est faire de l'abstention un désir de politique. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. Il se peut que l'abstention se convertisse en dépolitisation si un arc républicain souverainiste qui réunirait une auberge espagnole, qui réunirait des gens des Insoumis, du Front National, de l'UPR, bref, des gens qui ont des tas de choses à se dire mais qui ne le savent pas encore, n'arrivent pas à se former. Alors là, il se peut que l'abstention prenne une dimension plus grave. Daniel Cohn-Bendit, est-ce que ce soir, finalement, le macronisme, c'est la fin des idéologies ou pas? Est-ce que finalement, il a inventé quelque chose et atténué le reste? Non, Emmanuel Macron, c'est une idée. Je ne sais pas si c'est une idéologie, c'est une idée de dire que le manichéisme de l'opposition droite-gauche ne fonctionnait plus politiquement, que c'était un pays qui était bloqué par ce manichéisme, et donc il a réussi à sortir cela. Moi, je trouve ça très drôle ce soir, parce qu'on nous dit, ouais, les Français ont en fait corrigé. C'est possible. Mais s'il y a 1 an, j'étais venu ici sur le plateau et je vous ai dit, écoutez les enfants, il aura 365 sièges, majorité absolue. Déjà, si vous nous aviez dit qu'il était président, il y en a certains qui vous auraient regardé effectivement avec des gros yeux. Thomas Legrand, il le sait, ça fait longtemps que je lisais. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Que vous le disiez. Que moi je le disais, oui. Lui moins. Lui moins. Non, après, à un moment, c'est pas ça le problème. Le problème, il est que aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant de ce qui s'est passé, c'est que la France a besoin de héros, mais de héros différents, visiblement. La France insoumise, elle est structurée autour de son héros. Oui, Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen a fonctionné tant qu'elle était reconnue comme héroïne.
Et puis quand elle a complètement foiré son débat, eh bien, le Front National s'est effondré. Donc, la France aime une certaine verticalité. C'est pas ma tasse de thé à moi personnellement, mais je dois reconnaître que c'est comme ça que fonctionne la politique en France. François Hollande, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Ségolène Royal et tous les autres retraités de la vie politique. Vous leur dites quoi? Merci pour votre travail, mais il fallait passer à autre chose? Moi, je leur dis rien du tout. C'est pas ma tasse de thé. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Si Nicolas Sarkozy veut faire un tour du monde avec sa femme, qu'il le fasse, ou qu'il continue à faire de la politique, c'est pas ça. Je veux dire que toutes ces personnes, en fait, ont une idée de la politique qui a été dépassée par cette année, par Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron va réussir, mais c'est vrai, dans le débat tout à l'heure, il est l'opposé au déclinisme. Et il y a des personnes qui vous suivent ce soir, ils voient en vous, bien évidemment, l'écologiste. Il va tenir, effectivement... j'allais dire Brice Lalonde, j'allais dire Brice Lalonde. Voilà, vous êtes aussi du passé. Mais c'est un homme du passé, mais voilà. Mais Nicolas Hulot, il va tenir dans ce gouvernement parce que certains disent déjà il a tenu 3 semaines, c'est pas mal avec lui. Il va devoir faire des compromis. Est-ce que vous avez réussi à convertir Emmanuel Macron à l'écologie politique, ou en tout cas il y a Mathieu Orphelin, qui était le porte-parole de Nicolas Hulot, a été élu. C'est lui qui est un des responsables du programme écologique d'Emmanuel Macron. Pour faire simple, je ne crois pas que ni Emmanuel Macron, ni Nicolas Hulot sont des imbéciles, des imbéciles. C'est-à-dire qu'ils se sont vus, ils se sont parlé. Emmanuel Macron a dit à Nicolas Hulot, j'ai besoin de toi, parce que la transition écologique, c'est pour moi important. J'ai besoin de ton savoir-faire, de ton savoir. Et Nicolas Hulot, qui après avoir tout essayé en politique, s'est dit, et souvent hésité, est rentré en disant, maintenant... je prends le taureau par les cornes. Et donc, ils vont réussir, ils doivent réussir. On peut résumer la chose très simplement en disant tout simplement que c'est la victoire, en un sens provisoire peut-être, de la compétence sur l'opinion. L'opinion des uns ou des autres passe après ce qu'ils sont capables de faire. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Pour le pire, c'est la technocratie. Pour le meilleur, c'est l'expertise. Et ça, c'est l'avenir qui le dira. C'est le savoir-faire. Savoir-faire. Affaire à suivre, vous êtes d'accord? C'est pas mal de finir sur une petite cohésion comme ça, c'est très macronien. C'est très difficile d'être d'accord. Mais on ne sera pas macronien, parce qu'effectivement, on aurait pu vous poser la question de savoir... en même temps, moi je suis l'incarnation du en même temps. Il faut être pour Macron et capable de le critiquer. Et en même temps, on le critiquera. Écoutez, maintenant, c'est Léa qui nous dit quelques mots pour la conclusion. Alors, c'est pas et en même temps, c'est très clair. Là, c'est un résultat. L'emblématique ex-ministre du Travail, Myriam El Khomri, est battue ce soir à Paris par Pierre-Yves Bournazel pour Les Républicains. C'était une circonscription intéressante puisque Myriam El Khomri était soutenue par Emmanuel Macron alors que Pierre-Yves Bournazel était soutenu, lui, par le Premier ministre Édouard Philippe. Myriam El Khomri est donc battue ce soir. Laurent Desbonnets, bonsoir et rebonsoir. Mounir Majoubi, est-ce que vous avez des résultats fiables à l'heure où nous parlons pour le ministre ? Toujours pas complètement, on attend encore les résultats de 5 bureaux de vote où le dépouillement n'est pas tout à fait terminé. Pour l'instant, seulement 500 voix d'avance pour le secrétaire d'État au numérique. On est dans la marge d'erreur, me dit son équipe de campagne, qui ne revendique donc toujours pas sa victoire. C'est bien parti pour lui, mais on vit ce soir ici un suspense auquel personne ne s'attendait. Merci à vous, Laurent. Suspense également à Évry, vous l'aurez compris. Va-t-on savoir, avant de vous quitter, quel score a fait Manuel Valls et s'il est élu ou battu? Arnaud Boutet, est-ce que vous en savez plus? Est-ce que vous pouvez nous dire un chiffre fiable? Pas de chiffre fiable. En revanche, je peux vous dire que Manuel Valls est en avance de quelques dizaines de voix sur l'ensemble de la circonscription, mais il manque encore 5 bureaux à dépouiller. Et pour l'instant, ça bouge un petit peu du côté de la mairie d'Évry, parce que les soutiens de Manuel Valls commencent à se positionner autour de l'escalier central. Il devrait s'exprimer prochainement, et s'il parle, ça sera probablement pour annoncer une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, beaucoup de prudence. Il reste encore 5 bureaux, et il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de voix d'avance, pas plus, sur l'ensemble de la circonscription. Regardez derrière vous, Arnaud. Qu'est-ce qui se passe derrière vous? On peut peut-être réavoir Arnaud. Voilà. Est-ce qu'on peut vivre cette image en direct? Vous pouvez nous la commenter? Qu'est-ce que vous voyez derrière vous? Est-ce qu'il peut élargir le plan, notre caméraman? On vous écoute, Arnaud. Voilà. Alors actuellement, Manuel Valls est en bas de l'escalier central. Il s'apprête à prendre la parole. Il y a quelques dizaines de manifestants qui apparemment manifestent aussi leur hostilité, qui sont venus donc au pied de l'escalier. Beaucoup de journalistes sont présents. D'ici, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se dit. En tout cas,
il y a les pros et les anti-valses d'un côté de l'escalier et également devant ici le hall. Visiblement, bon, c'est un petit peu à l'image de cette campagne ici à Évry, dans la circonscription de l'Essonne, puisque Manuel Valls jouait son va-tout. Il ambitionnait d'obtenir un 4e mandat ici. Il doit s'exprimer dans quelques minutes, là, dans quelques instants, même avec Francis Choix, le maire d'Évry. Je vous propose de l'écouter et puis de vous dire exactement ce qu'il en est. À sa part de tension, chaque soirée électorale a sa part de tension, d'énervement. Ce qu'il faut attendre, c'est simplement que la démocratie s'exprime. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui tout au long de la journée. Et je voudrais, comme je l'ai fait la semaine dernière, parce que ça n'était pas évident, remercier les assesseurs, les citoyens engagés, les élus, les agents des 6 communes de la circonscription qui ont permis la tenue de ce scrutin dans l'ensemble des bureaux de vote. La participation, ici comme ailleurs, est évidemment beaucoup trop faible. Et vous en connaissez sans aucun doute déjà les raisons. Vous êtes en train de les analyser. Les résultats officiels vont être évidemment proclamés commune par commune, et puis cela va de soi au niveau de la préfecture. Moi, je veux saluer évidemment tous les électeurs qui se sont déplacés parce qu'ils ont fait un choix, mais aussi, je pense à eux, à ceux qui ne se sont pas déplacés. Et ça reste bien sûr, pour notre démocratie, au-delà de ce qui s'est passé ces dernières semaines, un sujet de réflexion. Les résultats ont été donnés commune par commune et avec la prudence, bien sûr, qui s'impose. Ce soir, je suis élu avec 50,3% des voix et pour être précis, avec 139 voix d'avance. Alors que j'ai mené, et vous le savez, cette campagne dans des conditions difficiles, parfois un peu seul contre tous, que j'ai mené une campagne directe avec les citoyens. Je veux remercier tous les élus et tous les militants qui m'ont accompagné tout au long de cette campagne. Alors que la campagne a été difficile, parfois haineuse, et nous l'avons vu entre les 2 tours, moi je veux tout simplement en tirer quelques leçons. Je veux rester utile bien sûr au président de la République pour la réussite de son quinquennat. Je veux continuer à être utile pour mon pays, que j'aime par-dessus tout, au-delà de toutes les fractures, qu'elles soient territoriales, sociales et parfois communautaires. Et je veux, dans cette circonscription notamment, rassembler. Nous avons besoin de rassembler tous les citoyens. Je veux être utile, bien sûr, aux habitants qui m'ont parlé de problèmes d'emploi, de formation, de santé, de logement, de transport. Voilà ce que va être mon action au Parlement et sur le terrain. Je vous remercie. Voilà pour ces images. Images fortes, 139 voix d'écart. Quelle année pour Manuel Valls, ancien Premier ministre, battu, puis maintenant désormais réélu effectivement en son poste. Il est le symbole de cette gauche. Et cette image est également le symbole de cette gauche qui n'a pas su se réconcilier, qui n'a pas su se transformer. Et c'est Emmanuel Macron qui en a aussi profité. Il y avait cette colère qu'on a entendue dans la mairie d'Évry.
Manuel Valls qui symbolise une certaine gauche, une autre gauche qui s'exprimait, 150, 160 voix d'écart. C'est effectivement un moment important et qui est assez symbolique de cette fin d'année politique qu'on a vécue tous ensemble, les uns et les autres, et les Français qui se sont passionnés pour cette vie politique tout au long de l'année, moins aujourd'hui, avec des questions, avec des doutes, avec des rectifications, on l'a vu, de cette majorité. Merci Léa, c'était un plaisir de présenter cette soirée avec vous. Merci à vous Laurent et merci à vous tous de nous avoir suivis tout au long de cette année. On a essayé de faire vivre le débat politique sur France 2. Oui, c'était une année passionnante. Merci à vous pour votre fidélité. Vous nous avez fait souvent confiance dans les émissions politiques avec Léa, avec David Pujadas, avec toutes les équipes, avec Nathalie Saint-Cric, avec Marie-Sophie Lacaro, Brice Teinturier, Guillaume Darret et tout l'ensemble du service politique de la rédaction. Il y a un dernier résultat, on va quand même le donner. Ah oui. Nicolas Dupont-Aignan, c'était serré pour lui. Et Nathalie Saint-Cric nous confirme, il est élu ce soir. Élu ce soir. À la réalisation ce soir, c'était Jérôme Revon. L'édition signée Pascal Doucet-Bon, Anne-Laure Caillé. Merci à vous pour l'ensemble de ces résultats. Vous pouvez passer sur France 3 ou également sur franceinfo.fr ou sur France Info tout court. Tout de suite sur France 2, un numéro inédit de Non élucidé consacré à l'affaire Grégory Villemain qui vient de connaître, vous le savez, de nouveaux rebondissements ces derniers jours. Passez une très belle soirée. Merci encore Léa et à très bientôt. Merci Laurent. Merci à vous.